Pour la conférence d'Évian, un avion a amené à Genève les membres de la délégation FLN conduite par M. Belkacem Krim et qui comprend MM. Boumengel et Ahmed Francis, qui résument à eux trois toutes les tendances du FLN. Et à sa descente d'avion... Après des mois de rencontres secrètes, de contacts informels et confidentiels, les négociations reprennent officiellement à Évian. L'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. Évian, l'hôtel du Parc. La police fait toujours aussi bonne garde. Monsieur Louis Jox, ministre d'État pour les affaires d'Algérie, chef de la délégation française, arrive le premier. La délégation FLN pénètre à son tour à l'hôtel du Parc. Sommes-nous enfin en vue de l'aboutissement? Mais cette conférence est sous haute tension. Le maire d'Évian, Camille Blanc, est assassiné chez lui par l'OAS. L'organisation secrète pro-Algérie française veut empêcher la tenue de ces négociations. Les activistes de l'OAS multiplient les attentats en Algérie et en métropole. Malgré cette pression, les discussions s'ouvrent à l'hôtel du Parc d'Évian. Très vite, elles coincent sur des questions géopolitiques. Le FLN considère la question du Sahara comme non négociable. Il est clair que la question du Sahara pose problème dans les négociations entre la France et le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Le Sahara, c'est pas seulement du sable, c'est du pétrole. Depuis 1956, à peu près, la France y avait développé à la fois l'exploitation pétrolière, toute une série de bases d'expérimentation spatiale et également avait choisi d'y faire exploser ses bombes atomiques. On se remet dans le contexte où De Gaulle a pour objectif de faire de la France une puissance nucléaire, de faire partie de la cour des grands. Donc pour cette double raison énergétique avec le pétrole nucléaire, le Sahara constitue une épine, on va dire, dans les négociations entre la France et le GPRA. Moi, je m'occupais du pétrole, et donc j'étais chargé pour présenter la thèse sur le Sahara. Les arguments étaient que le Sahara était essentiellement une conquête française. Il n'y avait jamais eu dedans, l'Algérien n'avait jamais rien fait au Sahara, et que donc il n'avait pas de droit historique sur le Sahara. Il s'est trouvé que la France, administrativement, avait rattaché le Sahara au département d'Algérien. Nous souhaitions évidemment pouvoir continuer à exploiter ce pétrole, au moins pour récupérer la mise. C'était l'idée du général, qui avait une conception très patrimoniale, finalement, peut-être très bourgeoise, au fond. C'est-à-dire qu'il faut récupérer l'argent qu'on a dépensé dans le pétrole. Le FLN refuse de plier. Les négociations achoppent. Les Algériens craignaient de s'engager, craignaient d'être roulés dans la farine par les négociateurs français qu'ils estimaient à leur juste valeur, c'est-à-dire des gens très habiles et tout à fait remarquables. Je me souviens que Krim Belkacem nous a dit « Vous avez pris la décision d'une journée, c'est nous qui avons décidé d'arrêter. Hein. Vous avez décidé d'arrêter Sindhi. Sidi, c'était Sindhi, les négociations. C'est à vous de nous dire quand vous allez les reprendre. » À Évian, c'est donc l'impasse. Claude Chaillet remonte à Paris pour rendre compte au général. De Gaulle s'emporte. Vous direz à ces lascars que l'indépendance de l'Algérie est acquise. Vous m'entendez? L'indépendance de l'Algérie est acquise. Mais qu'il faut maintenant qu'ils se décident à sauter le pas.
Mais les Lascars sont déterminés à obtenir l'entière souveraineté du territoire algérien. À la surprise générale, De Gaulle finit par céder. Le Sahara sera algérien. Les concessions du côté algérien n'ont pas été minces non plus, puisque c'est des facilités particulières aux compagnies pétrolières françaises, c'est la possibilité de poursuivre les essais nucléaires, et quand on sait quel drame c'était chaque fois qu'il y avait un essai nucléaire dans le monde, et le concert de lamentations et de réclamations qu'il y avait, il faut bien dire que les Algériens ont accepté cela. À Alger, les tenants de l'Algérie française font tout pour faire échouer les négociations. En avril 1961, des militaires vont tenter le coup de force. Conduit par 4 généraux, Jouhaud, Salan, Chal et Zeller, le putsch d'Alger est une tentative de coup d'État pour renverser De Gaulle. La réaction du général restera dans les annales de l'histoire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Françaises, Français, aidez-moi. À Alger, le putsch dure 3 jours. Le pays retient son souffle. En métropole, l'appel du général est entendu. Et le peuple de Paris était appelé à tenir son rôle dans ce drame inattendu. C'est par milliers qu'on put compter les engagements réclamés pour seconder les forces de l'ordre. Le gouvernement avait pris ses mesures de sauvegarde et assurait la sécurité nationale. La tentative de coup d'État est rapidement condamnée, car la majorité des officiers restent fidèles à De Gaulle. Le carteron de généraux est arrêté. De Gaulle garde donc la situation en main. Mais le monde entier a les yeux rivés sur cette affaire algérienne. La pression internationale est de plus en plus forte sur la France. Le FLN va en tirer profit. Sur le plan international, c'est un FLN important, un FLN soudé, un FLN cohérent. Sa politique étrangère, c'est-à-dire la diplomatie du FLN, qui est l'un des, peut-être des grandes réussites, l'une des plus grandes réussites du FLN, c'est sa diplomatie, qui commence à partir de 1958, une diplomatie démonstrative, audacieuse. Le FLN attachait beaucoup d'importance à ce que l'opinion internationale soit de son côté. Et il avait un communicant, comme on dirait aujourd'hui, extraordinaire, à New York, à l'ONU, à Washington aussi, en même temps par hasard, de temps en temps, qui s'appelait Yazid, qui parlait américain remarquablement, qui passait sur les télés américaines et tout ça. On a parlé aussi de l'Algérie à la commission politique de l'ONU, où adversaires et partisans de la politique française se sont expliqués. Round d'observation avant le débat en Assemblée générale. Le combat des Algériens, grâce à cette diplomatie démonstrative, devient un combat pour la liberté, un combat contre le colonialisme. On est tout de même dans une période où la décolonisation est devenue le fer de lance, on va dire, d'une grande partie des États de ce monde. Comment cela se fait-il que la très grande majorité des États d'Afrique obtiennent leur indépendance, que ce soit par l'Angleterre ou que ce soit par la France aussi? Comment cela se fait-il que la France se rattache à cette Algérie? La stratégie du FLN, hein, de résonance internationale, etc., cette stratégie du faible au fort, produit ses effets. Effectivement, la France va être isolée sur la scène internationale. La guerre d'Algérie fait mettre la France quand même au banc des nations à l'ONU, puisqu'il y a des condamnations. Le sénateur Kennedy, qui n'est pas encore président, John Kennedy, qui fait des interventions à l'ONU pour condamner cette guerre menée par la France, etc. Donc tout ça, De Gaulle, il le sait parfaitement. Il faut arrêter à tout prix. Et donc voilà.
Et tout le reste n'a pas grande importance.